Eh bien, la journée touche à sa fin, et c'est bien sûr une journée tout à fait extraordinaire. En général, nous pouvons déjà commencer à parler de ce à quoi ressemblera la vie en Ukraine après la guerre. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qui comme on dit, restent très incertaines. Au cours des négociations à la Maison-Blanche aujourd'hui, le 18 août 2025, Donald Trump et les dirigeants européens ont discuté de nouvelles garanties de sécurité importantes pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix possible, encore possible avec la Russie. Voici les principaux détails qui ont été révélés. Des garanties de sécurité similaires à l'article 5. Tant les responsables de la Maison-Blanche que les dirigeants européens ont fait référence à l'accord de défense mutuelle. Similaire à l'article 5 de la charte de l'OTAN qui oblige les membres de l'Alliance à considérer une attaque contre n'importe quel membre comme une attaque contre eux tous. L'objectif étant de dissuader toute future agression russe en promettant une réponse collective à toute nouvelle attaque contre l'Ukraine, même si l'Ukraine n'est pas clairement incluse. Concernant l'adhésion à l'OTAN, il a été dit qu'elle ne serait pas immédiate. Je ne peux pas préciser ce que cela signifie. En général, elle ne l'obtiendra pas. Pas immédiatement, elle ne l'obtiendra pas maintenant. Ensuite, les Européens. C'est la première ligne de défense, mais avec la participation des États-Unis. Trump a souligné que les pays européens porteront la responsabilité principale de fournir ces garanties de sécurité, tandis que les États-Unis joueront un rôle auxiliaire. C'est-à-dire les pays. Ah, je n'aime pas trop utiliser le mot à jouer, mais j'ai quand même fait ça m'a mais Trump s'est comporté de telle manière que les Européens devaient le convaincre, eh bien, Et lui, c'est laisser convaincre. C'est toujours bien quand on te persuade, tu peux poser beaucoup de conditions différentes. Si vous faites ceci, alors d'accord, soit je ferai cela. Donald Trump n'a pas exclu la possibilité que les États-Unis fournissent enfin des troupes dans le cadre de forces multinationales de maintien de la paix, bien qu'aucun engagement ferme n'ait été pris. Le président français Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens ont souligné qu'ils l'ont dit. Ainsi, une armée ukrainienne fiable, je traduis de l'anglais, soutenue par une garantie de sécurité et des engagements internationaux à long terme. Encore une fois, ce terme à long terme, votre écran n'est pas très clair, mais disons-le ainsi. Mais les mots jamais, toujours et autres sont absents, ce qui aura un impact. Voilà, une armée aussi fiable jouera un rôle clé dans la dissuasion de futures attaques russes. Je voudrais ajouter que l'Europe considère déjà l'Ukraine comme le pays pouvant fournir le plus de soldats et l'armée la mieux entraînée pour l'OTAN. Et je pense qu'ils se demandent maintenant, disons, comment, pour ainsi dire, récompenser leur contribution, etc. Ils ont fait de l'Ukraine des mercenaires, des participants, mais des mercenaires de l'OTAN. Des dirigeants européens souhaitent instaurer avec l'Ukraine des relations officielles et contraignantes pour le soutien militaire et l'aide opérationnelle, même hors OTAN. Eh bien, c'est à peu près ce que Vladimir Poutine proposait. Donald Trump a déclaré que Vladimir Poutine était en principe prêt à accepter certaines garanties de certain nombre de sécurité pour l'Ukraine, ce qui indique une possible volonté d'adopter une approche multilatérale. Pour être honnête, je ne parle pas tout à fait franchement. Je comprends ce que cela signifie, mais disons, il a été dit que si cela pouvait aider à mettre fin à la guerre. Multilatéral signifie que plusieurs parties signent un accord pour arrêter les hostilités. Détails, y compris le déploiement des forces de maintien de la paix. Les formulations exactes du traité et les mécanismes pour en assurer le respect doivent encore être définis lors de futures négociations. Je veux tout de suite dire que le diable se cache dans les détails, donc il reste encore beaucoup à faire. Et pendant ce temps, on continue de tirer, de tuer. J'espère vraiment qu'au moins les bombardements des immeubles résidentiels cesseront. En bref, même si le projet n'est pas encore terminé. Donald Trump et les dirigeants européens prévoient au compte des garanties cadres de sécurité collective pour l'Ukraine qui incluront probablement des engagements multinationaux en matière d'assistance opérationnelle et militaire, ainsi qu'un possible déploiement de forces de maintien de la paix. Les États-Unis sont ouverts à la participation, mais s'attendent à ce que l'Europe prenne le rôle principal. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Pour ainsi dire, oui.
Les détails dépendront des négociations en cours avec la Russie, de celles de la Russie avec l'Ukraine ou de celles entre la Russie et l'Ukraine. Une chose inattendue s'est produite lors des négociations. Eh bien, Trump est l'attendu, oubliez ça, avec Trump il y aura toujours quelque chose d'inattendu. Trump a dit qu'au lieu d'attendre longtemps une réponse, il a proposé d'appeler tout de suite Vladimir, c'est-à-dire Poutine. Oui, il y a une certaine nervosité chez les Européens, mais néanmoins, au fond, ils obéissent aux ordres de Trump, donc son ordre a été exécuté. Poutine a accepté l'appel. Il est possible qu'ils se soient mis d'accord à l'avance pour s'appeler, ou peut-être pas. Les principaux résultats de la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 18 août 2025. Ils ont discuté de la possibilité d'organiser des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine. Poutine a soutenu l'initiative de Trump et a exprimé sa volonté de rencontrer Volodymyr Zelensky. Mesdames et messieurs, cela a déjà été dit une première fois lors du sommet en Alaska, puis une seconde fois. Maintenant, cela fait 4 ans qu'il dit qu'il ne le fera pas. Qu'avec ce type, non élu et illégitime, il ne le rencontrera pas. C'est vrai, Volodymyr Zelensky répond qu'il ne va pas rencontrer un vampire, ou alors un nain qui arrivait à l'épaule ou au coude, les bras au bord. Voilà, et bien maintenant, donc voilà. Donald Trump a remercié Donald Trump. Vladimir Poutine a remercié Donald Trump pour l'initiative et a exprimé sa volonté. Comme il l'a dit, ils sont convenus de préparer une rencontre tripartite. Eh bien, il s'agit de la Russie, de l'Ukraine et des États-Unis pour discuter des questions clés de sécurité, du règlement pacifique et éventuellement d'un échange de territoire. Donc, un éventuel échange de territoire, si je comprends bien, sans cela, il n'y aura pas d'accord du tout. Moscou et Washington poursuivront les contacts diplomatiques pour élaborer un accord sur l'Ukraine. Donc, en quelque sorte, Makontuji, même si nous avons impliqué l'Ukraine, nous comprenons quand même que les discussions ici se tiennent entre la Russie et les États-Unis. Ça veut dire, Poutine a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude à Trump pour son initiative et a souligné sa volonté de dialoguer sous la médiation des États-Unis. Et puis, disons, il a laissé échapper quelque part que c'était aussi le cas pour l'Union européenne. Bon, ce n'est pas le plus important, mais disons, Trump a souligné que le cessez-le-feu n'est pas obligatoire. est une condition non obligatoire pour entamer les négociations. La tâche principale est de commencer un dialogue sur la paix. Ainsi, les résultats de la conversation ont été des accords sur la paix. Le résultat de la conversation a été des mesures convenues pour préparer des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine avec la participation des États-Unis. Bien sûr, ils feront venir les Européens, c'est-à-dire l'Union européenne, ainsi qu'une intensification des contacts diplomatiques au plus haut niveau, Bon, d'accord. Trump a informé Poutine de l'avancée des négociations avec Zelensky et les dirigeants européens, ainsi que de son intention d'organiser une rencontre dans les 2 semaines, c'est-à-dire rapidement, le plus tôt possible. Cela signifie donc que plusieurs Européens ont déjà réagi, ils estiment que cet appel était inhabituel, mais constitue une étape positive. Voilà. Donc une rencontre trilatérale sera préparée, les questions clés seront discutées, comme les garanties de sécurité et l'échange de territoire. Zelensky ? Eh bien, c'est très intéressant ici. Il a exprimé sa volonté de négocier avec Poutine sur les questions territoriales, mais il a immédiatement déclaré qu'il n'y aurait aucune concession territoriale de la part des Ukrainiens. Trump a souligné que le cessez-le-feu n'est pas une condition obligatoire pour entamer les négociations. C'est-à-dire, bon, les gars, que faire ? Oui, nous allons maintenant obtenir de vous que vous vous arrêtiez, et ensuite nous n'obtiendrons rien d'autre. L'essentiel pour nous, c'est d'obtenir que vous arrêtiez de vous battre. Ainsi, l'appel a donné le coup d'envoi à la préparation d'une rencontre en personne. Donc tous les dirigeants et nous partirons. Une étape importante, significative et considérable vers la désescalade et le règlement pacifique du conflit. Selon le principal assistant de Poutine, Yuri Ushakov, la conversation a duré environ 40 minutes. 40 minutes, c'est beaucoup. Il est rapporté que les 2 dirigeants sont convenus de nommer des négociateurs de plus haut niveau. Ah voilà, c'était pour élever le niveau.
Je croyais que c'était avec Trump pour élever le niveau. Pour des négociations directes, c'est-à-dire, eh bien, à l'époque, Poutine envoyait le 4e adjoint, le 5e ministre. Donc, le contexte plus large que Trump essaie constamment d'introduire, c'est que ce n'est pas simplement un cessez-le-feu, que c'est la paix, et ainsi de suite, cela implique des concessions importantes. Voilà, les Coréens aussi. Surtout en ce qui concerne les territoires à l'est du Donbass. À ce moment-là, Rezidensky continue de rejeter l'idée de céder Des territoires, mais il accepte de rencontrer Poutine à ce sujet. Les dirigeants européens, y compris Emmanuel Macron de France, Keir Starmer du Royaume-Uni et d'autres, ont rapidement rejoint le sommet pour montrer leur solidarité et souligner la nécessité d'une garantie de sécurité fiable pour ce pays. Ce sont leurs paroles, donc pas celles de Trump. Les responsables européens, manifestement, sont sceptiques, critiques. se montrent sceptiques quant à la fiabilité de Poutine dans tout processus de paix, craignant qu'un règlement faible ne provoque une nouvelle agression, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre plusieurs États membres européens de l'Union européenne. C'est une intervention directe de Trump. L'appel de Poutine pendant le sommet international a été perçu comme extrêmement inhabituel et a suscité des réactions mitigées. Certains participants ont exprimé des inquiétudes concernant le contenu et la transparence des négociations avec la Russie. Eh bien, super, oui, mettons-nous d'accord et ne disons rien à Poutine. Donc Zelensky a admis que Moscou avait proposé des négociations Russie-Ukraine, suivies d'une rencontre en tête-à-tête Zelensky-Poutine, puis d'une réunion trilatérale. Après la réunion à la Maison-Blanche, il a annulé une partie des événements publics et a quitté Washington en urgence. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les siens, là-bas. Macron, Meloni, Merth, Starwers, Stuba, Nevrotsky, von der Leyen, Reuter und perçut l'appel comme une étape positive vers un possible accord de paix. Ils ont souligné que la rencontre tripartite offre à l'Europe l'opportunité de jouer un rôle clé dans la coordination et la sécurité de l'Ukraine. Ils m'impressionnent. Donc la rencontre tripartite dans les tentes, c'est l'Ukraine, la Russie, les États-Unis. Où est sa crétanche, la 4e partie, ici. Mais néanmoins, ils disent que ce sont des communiqués officiels. La rencontre tripartite offre à l'Europe l'occasion de jouer un rôle clé dans la coordination. À qui veulent-ils faire croire cela ? Sans doute à leur population. Alors de quoi Donald Trump et Vladimir Poutine se sont-ils finalement mis d'accord ? Après des négociations avec les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour la 2e fois afin de discuter de l'élévation des négociations entre Moscou et Kiev, de la préparation d'une rencontre entre Zelensky et Poutine et des principales questions du conflit et de la sécurité de l'Ukraine. Donald Trump l'a déclaré personnellement. La sécurité de la Russie sans doute, car pourquoi aurait-elle déclenché la guerre sinon pour empêcher l'OTAN de s'approcher de ses frontières ? Et maintenant, eh bien tout simplement. Tout simplement, l'OTAN s'approche de la frontière. Mais ça ne s'appelle pas l'OTAN, ça s'appelle autre chose, un faux nom. Il n'y a pas encore de date précise ni d'engagement concret. Mais en guise de geste, un décret a immédiatement été signé à Moscou, permettant à ExxonMobil de revenir dans les projets énergétiques russes. Je pense qu'il réverne du retour d'ExxonMobil. On s'accorde à dire que les parties se sont rapprochées d'un accord. Un accord, cependant, Donald Trump a ouvertement laissé entendre que l'Ukraine devrait probablement accepter les conditions proposées par le Kremlin. Vous voyez le type de nœud qui se forme, non ? Donc, Volodymyr Zelensky ne reculera pas d'un pas ? En même temps. Mais je viendrai en parler. Voilà Donald Trump, les gars. Qu'est-ce que vous faites ? Sans que tu lui cèdes un morceau de territoire, que tu lui donnes une partie du territoire, il ne se passera rien. Et les Européens disent « Eh bien, Dieu merci, nous allons t'influencer sur le cours des négociations. » Eh bien, c'est formidable, c'est juste, oui, mais il y aura 3 parties aux négociations. Donc la réaction des dirigeants est prudemment optimiste, comme il a été dit dans le communiqué. Dans le même temps, ils ont l'intention de garder le dernier mot pour eux, ces Européens, lors de la prise des décisions finales. Eh bien, évidemment, ils jouent pour leur propre public. À qui d'autre cela pourrait-il intéresser ? Le dernier mot revient à la Finlande. Une rencontre en personne est attendue dans les semaines à venir.
Donc Poutine-Zelensky? Eh bien, en gros, messieurs, oui. Le cessez-le-feu reste controversé. Les dirigeants européens, en particulier le chancelier allemand Merz, ont insisté pour qu'on cesse le feu avant de commencer à discuter. Trump, cependant, a répété que le cessez-le-feu n'est pas une condition strictement obligatoire pour parvenir à un accord. Ce qui d'ailleurs correspond davantage aux déclarations précédentes de Poutine. Les responsables européens Ont déclaré que tout accord de sécurité exigerait de l'Ukraine qu'elle soit capable de s'armer et de se défendre. Eh bien, avec le soutien des deux côtés de l'Atlantique, on parle bien sûr de notre côté de l'Atlantique. Les parties ont reconnu que la question du contrôle du Donbass et des autres régions occupées reste non résolue et est d'une importance cruciale. Trump Sobchou Poutine veut tout le Donbass et a proposé à l'Ukraine de renoncer officiellement à toute tentative de récupérer la Crimée ou de rejoindre l'OTAN. Zelensky a rejeté cette position et s'y est opposé. C'est une tautologie. Je ne vais pas encore vous raconter qu'il propose aussi de rencontrer et d'en discuter avec Poutine. Eh bien, en gros, c'est la position de Zelensky. Je rejette toujours fermement toute concession territoriale et j'appelle à une paix solide et durable. Il doit aller dans le pays, non pas comme quelqu'un qui les a trahis et vendus, mais comme quelqu'un qui dit « On ne peut rien y faire, les gars, décidons ensemble. » Aucun accord obligatoire n'a été signé. Nous avons discuté, mais de nombreuses questions sont restées sans réponse. Les vraies frontières, les mécanismes, les garanties de sécurité, les futurs rôles militaires ont été reportés à de futures négociations. Le consensus général était le suivant. Les dirigeants soutiennent une rencontre trilatérale pour faire avancer les choses. Il existe un large engagement en faveur de garanties de sécurité pour l'Ukraine et l'Europe jouera un rôle plus important. Ils n'avaient aucun rôle avant et en auront désormais un important. La nécessité d'un cessez-le-feu est soutenue par l'Europe et l'Ukraine, mais elle n'a pas encore été approuvée ni par Trump ni par la Russie. Par conséquent, il n'y aura pas de cessez-le-feu. La résilience de l'Europe s'est manifestée dans l'affirmation persistante selon laquelle l'Europe, la suite au prochain épisode, que la souveraineté. Les frontières de l'Ukraine ne sont pas discutables. Et moi je déclare que le sommet s'est terminé avec un optimisme mesuré. Comme je vous l'ai déjà dit, réfléchissons et essayons de tirer nos propres conclusions. Un énorme progrès a été réalisé lorsque Poutine a accepté que l'Ukraine soit bien armée et protégée. Le fait qu'il soit prêt à ce que l'Ukraine obtienne pratiquement le statut de membre de l'OTAN, même si cela s'appellera autrement, montre qu'il doit expliquer quelque chose à son peuple, sur la façon dont ils ont réussi à faire en sorte que l'OTAN ne soit pas à leurs frontières, alors qu'en réalité, bien sûr, elle le sera. Ces mêmes pays qui font partie de l'OTAN, les membres de l'OTAN, enverront leurs soldats, habillés un peu différemment. Cela signifie que Poutine a pratiquement accepté la ligne de démarcation telle qu'elle est aujourd'hui, en supposant qu'ils rendent une partie du territoire ukrainien occupé en échange, pour ainsi dire, du territoire qu'ils aimeraient occuper. Il est également compréhensible pour Sveta qu'il soit nécessaire d'expliquer à son peuple que, puisqu'ils ont inscrit ces territoires, ces régions dans la Constitution, les ayant déclarées russes, ils ne peuvent tout simplement pas y renoncer. Donc chaque jour, je me rends de plus en plus compte que, pour certaines raisons internes, la Russie a décidé de mettre fin à la guerre. Est-ce une réaction aux menaces de Trump contre l'Inde, la Chine, à des problèmes internes ou à la santé de Poutine? Nous l'ignorons. Mais si nous écoutons Poutine il y a 1 an et Poutine aujourd'hui, nous verrons une énorme différence dans son comportement, sa démarche, les conclusions qu'il tire publiquement. Des tâches très sérieuses attendent Ota Peredelinskoye. Et voilà, c'est encore un moment où il doit se montrer comme un leader. J'espère vraiment que Dieu lui donnera la sagesse. La première chose, c'est l'impossibilité, selon la constitution de l'Ukraine, de céder une partie de cette Ukraine à qui que ce soit. La deuxième tâche, c'est comment convaincre le peuple qui est mort par dizaines de milliers pour ne pas laisser les Russes avancer d'1 mètre de plus.
Le fait de céder aux Russes certains territoires qu'ils ont réussi à occuper provoquera bien sûr un choc chez le peuple. Mais Zelensky aura un atout énorme. Les États-Unis et l'Europe ont pratiquement accepté l'Europe dans le UNADO. La signature de l'engagement à défendre l'Ukraine en cas d'attaque équivaut à une adhésion, d'autant plus que l'Ukraine recevra des armes américaines, partiellement financées par les Européens. En outre, les États-Unis lancent d'importants projets d'extraction et de traitement de ressources minérales. Et comme les investissements se chiffreront en milliers de milliards, l'Amérique fera venir soit sa propre armée privée, soit engagera des soldats ukrainiens sous contrat pour assurer la sécurité de ces entreprises, également dans les unités de soutien. En Ukraine, même si ce sera dans une moindre mesure, d'énormes investissements vont affluer, parce que l'Ukraine dispose de garanties de sécurité. La combinaison des garanties de sécurité et du fait que l'Ukraine a absolument besoin de tout. Parce que tout étant détruit et l'Ukraine aura de quoi payer la reconstruction du pays. À commencer par l'argent que l'Ukraine recevra de la participation à l'exploitation de ses propres ressources minérales. Et deuxièmement, ce sont les investissements privés et les dons des géants corporatifs afin de participer à la renaissance d'un État comptant 40 millions d'habitants. C'est une source de revenus incroyable. Un énorme problème d'après-guerre, le problème de l'Ukraine, c'est que cet État est unique, l'Ukraine est corrompu, et cela n'aidera pas l'Ukraine à devenir l'Amérique du XXIe siècle. L'Ukraine aura tout le reste, y compris une population instruite, des ressources minérales, des organisations et des entreprises prêtes à investir, ainsi que sa situation géographique étant proche d'un immense consommateur. Eh bien l'Europe, oui. Donc tout ce que l'Ukraine pourra produire, il y a l'Europe juste à côté. De ce côté-là, tout ira très bien. Mais j'ai peur que 2 ans après la fin de la guerre, la population ukrainienne comprenne qu'elle sera libérée des envahisseurs étrangers. Ce sera beaucoup plus facile que de se libérer des propriétaires d'esclaves locaux, qui ont décidé de se donner d'autres noms, comme fonctionnaires, serviteurs du peuple, oligarques. J'ai peur que l'Ukraine devienne un grand camp pour des esclaves très libres, où ces esclaves libres seront appelés ainsi esclaves libres, à la différence des autres esclaves qui sont opprimés, où ils seront autorisés à gagner un peu d'argent et parfois à voyager à l'étranger. Mais il semble bien, messieurs, que le conflit avec la Russie se terminera assez rapidement. Et après l'euphorie, un grand nombre de nouveaux problèmes commencera, mais ils seront tout à fait différents. Ce seront des problèmes de reconstruction et de construction. J'espère à une fin rapide de ce cauchemar.